Salut tout le monde, c'est Pascal de Acquis de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, j'en suis désolé. Les vacances, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est les vacances, c'est l'été, c'est la fatigue, c'est tout. Voilà. Bref, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire la présentation rapide, une petite démo prototype d'un jeu qui va être bientôt en Kickstarter ou qui le sera sûrement au moment où vous regarderez cette vidéo. Et c'est le jeu Rise and Fall de Christophe Bollinger. Je vais essayer de le prononcer comme il faut. Donc, ou Christophe Bollinger. Bref, designer français de jeux de société connu pour quelques titres comme Dungeon Twister, aussi Earth Reborn et aussi Archipelago. Voilà. Donc, c'est un designer qui a son nom assez reconnu quand même. Donc, j'ai eu la joie et la possibilité de pouvoir essayer son prochain jeu sur lequel il travaille depuis assez longtemps, donc Rise and Fall, depuis quelques années maintenant. Il y avait eu des vidéos il y a quelques années qui ont présenté dans des salons. C'est une version très embryonnaire, mais quand même pas mal évolué dans son idée et dans sa tête. Mais voilà, donc maintenant arrive une campagne Kickstarter début septembre, le 6 septembre si je dis pas de bêtises. Et donc on m'a donné la possibilité, et je vous montre ça tout de suite comme ça, de pouvoir le tester, faire des parties, vous expliquer un peu tout ça et vous faire une petite présentation vidéo. Donc, ma vidéo se veut un petit peu comme d'habitude. J'apprends en jouant. Donc, je vais pas parcourir la totalité des règles. Je vais pas parcourir la totalité de comment se place le jeu. Je vais essayer de simuler une partie à 2 joueurs parce que le jeu se joue de 2 à 4. Ce n'est pas un jeu solo. D'ailleurs, le jeu en soi, c'est une sorte de jeu de civilisation. Donc, conquérir des territoires avec sa civilisation et rapporter le plus de points de victoire à la fin, donc être désigné comme celui qui est le plus grand bâtisseur et le plus grand civilisationneur. Ça se dit pas, mais c'est pas grave, vous l'aurez compris. Et il se veut aussi très très simple. Pourquoi? Parce qu'on voulait approcher tout type de joueurs, que ce soit des experts ou des débutants dans ce genre de type de jeu, ou ce type de jeu-là, et presque à tous les âges. Et en plus, la beauté que je mentionne dans ma vidéo aussi, c'est que peu importe le langage, le jeu est adapté et jouable par n'importe quel type de langue. Donc il n'y a pas de texte, il n'y a rien, c'est que des symboles, des dessins pour pouvoir y jouer. Donc ça c'est cool parce qu'on n'aura pas besoin d'avoir une version traduite en soi pour la production du jeu ou et se dire que le jeu est en anglais, je pourrais pas y jouer. Il suffira juste d'avoir une traduction des règles en soi qui seront sûrement très facilement disponibles lors de la campagne ou même disponibles sur internet plus tard si quelqu'un fait des traductions qui ne seraient pas faites pour pouvoir y jouer avec une boîte d'une langue XYZ parce qu'il n'y aura pas de texte ou quoi que ce soit sur ce jeu-là et c'est très très apprécié. Voilà, donc comme je disais, 2 à 4 joueurs, stratégie légère, peut devenir un peu plus complexe. Il y a des variantes intéressantes qui peuvent rendre le jeu un petit peu différent. Et en plus, la beauté de ce jeu-là, c'est que quand vous créez votre monde entre vous, au début, pendant le placement, chaque partie sera différente parce que le monde dans lequel vous allez jouer sera à chaque fois différent et c'est très appréciable. Personnellement, je le trouve. Voilà, de la diversité. Donc, sans plus tarder, ce qu'on va faire, je répète, c'est un prototype, hein. Donc, faut pas se fier aux éléments qui sont là, ils sont pas finaux, que ce soit les règles, que ce soit les matériaux, voilà. Donc, sans plus tarder, on va aller à la table qui est juste là. Comme d'habitude, flou, mais elle est là. Je vais vous montrer tout ça. Et on se retrouve juste après. Voilà, c'est tout. Allez, c'est parti. Générique pourri. Alors voici le plateau avec une installation faite et une mise en place faite pour 2 joueurs. Le fait d'être plus on est nombreux, plus la carte sera grande parce que je ne vais pas vous expliquer ou faire une installation. Le tout est écrit dans les règles, mais de manière générale, toutes les tuiles sont placées par les joueurs. Chacun à leur tour, ils placent
un morceau de chacun des tuiles et c'est à chaque début de partie, comme ça qu'on crée le plateau. Donc le plateau sera toujours différent à chaque nouvelle partie avec les gens avec qui nous jouerons, bien évidemment. Et c'est ce qui est cool, c'est que chaque partie sera donc toujours différente. Et ça, c'est un gros avantage. De manière générale, voici un petit peu aussi comment les différents morceaux ou les différents éléments du jeu. On va commencer par les fameuses tuiles qui servent à créer ce monde. Nous avons les grandes tuiles d'océans principaux. Nous avons les tuiles d'océans classiques. Nous avons nos fameuses tuiles de plaine. Les décors et l'artiste, le graphisme et le design qui sont sur ces tuiles-là, où toutes les autres tuiles n'ont aucune influence ou importance pour le jeu. Nous avons les fameuses tuiles de forêt. Nous avons ensuite les tuiles de montagne. Et pour finir, nous avons les tuiles de glacier. Donc, je vous les ai même présentées dans l'ordre d'installation. Donc, on commencera par installer les grands océans, les océans normaux, les plaines, les forêts, les montagnes et on finira par les glaciers. Donc, vous pouvez voir, possiblement, vous pouvez voir qu'il y a un certain relief sur le plateau. Et pour certains de ces niveaux, on pourrait appeler ça des falaises. Donc, à certains niveaux. Ceci a aussi une importance pour le déplacement de certaines des unités, on va dire, de votre partie. Donc, on y reviendra plus tard. Maintenant, nous avons malheureusement ceci, je le répète encore, c'est un prototype. Rien n'est final dans ce que vous voyez, même les règles, rien n'est final. Donc, je tiens à le préciser particulièrement parce que je n'ai pas reçu dans mon prototype des ressources en bois et des ressources de pierre parce que ce sont les deux ressources que nous pouvons récolter pendant le jeu. Donc, j'ai été prendre celle du bois et des petits jetons métalliques. On va dire que ça, c'est du bois et ça, c'est de la pierre. Ça vient de mon jeu, This War of Mine. Donc, n'en tenez pas rigueur. Comme je l'ai dit, il me manque des morceaux, c'est un prototype. Donc voilà, c'est tout. Nous avons différentes monnaies aussi ici. On appelle ça des pièces d'or. Ça va de 1 à 5 à 10. Je crois que ça va même jusqu'à 50, 100, ce genre de choses. Donc c'est la monnaie qui sera utilisable. Monnaie qui aura son importance dans le jeu, surtout en fin de partie, ou même pendant la partie bien évidemment, mais surtout aussi en fin de partie pour le décompte des points. Nous avons aussi, alors, on finira par ça. Nous avons, chaque équipe aura un lot de cartes identiques. Chacune des équipes, et on peut jouer, je le répète, de 2 à 4, aura exactement le même lot de cartes. Chacune de ces cartes indique ce que les différentes jetons ou les différents personnages ou les différentes pièces peuvent faire. Donc, elles sont toutes identiques. Faut pas s'inquiéter pour ça. Nous avons ici le plateau pour ce qui est des trophées à réaliser et aussi quand on perd des cartes ici, certaines de nos cartes pour pouvoir les racheter plus tard. Ça c'est le plateau, on appelle ça d'ailleurs le déclin. Ça, c'est la petite feuille pour pouvoir calculer le score à la fin. On n'a pas besoin au début. Là, nous avons un jeton premier joueur qui se passe de joueur en joueur sur certaines conditions. Et ici, je pense que c'est à peu près tout. Ah non, on a ça aussi. Alors ceci, en fait, c'est pour des variantes, ok? Nous avons certains personnages qui ne sont pas obligatoires, on n'est pas obligé de jouer avec, mais chacun a des effets personnalisés. Et si vous voulez rajouter une variante, une difficulté et mettre un peu de diversité et rendre le jeu asynchrone au niveau des capacités de chacun des clans et donc des joueurs, vous pourriez très bien attribuer l'un de ces personnages au hasard aux joueurs et avoir donc une capacité supplémentaire qui pourrait jouer en faveur ou en défaveur de tout le monde concernant la stratégie que vous pourriez employer pendant votre partie. Donc, ce n'est pas obligatoire. Ils sont là, c'est pas obligatoire pour une partie très classique. Et nous avons donc les fameux meeples, les fameux jetons, on va dire, qui servent en fait pour les différentes actions que chacun des joueurs va faire pendant chacun des tours. Donc, nous avons ici des villes. Alors, moi, je les aime beaucoup, sincèrement. Ces petits jetons-là, je trouve qu'ils sont quand même bien faits. Pour des meeples en bois, c'est vraiment assez détaillé, très mignon. Ça change des meeples classiques. Donc, je trouve ça très très sympa. Donc, ça, c'est une ville.
Ici, nous avons ça, c'est un bateau. Ça, c'est un marchand. Ici, nous avons le marchand. Ici, nous avons le montagnard. Donc, vous voyez, c'est un personnage sur une sorte de tigre blanc. Nous avons les temples, ici. Et pour finir, nous avons aussi les nomades. Voilà. Pour commencer la partie, chacun des joueurs aura par défaut un nomade, une ville et un bateau. Les autres ne seront pas disponibles. Donc le montagnard, le marchand et les temples ne seront pas disponibles tout de suite en début de partie. Donc il ne sera pas possible de pouvoir y jouer ou les construire ou les utiliser tout de suite. Donc maintenant, le but du jeu, bien évidemment, il est assez simple pour un jeu. Je trouve que pour un jeu de, on va dire, de civilisation ou léger, civilisation léger, vraiment accessible à tout le monde. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucun texte sur les cartes, vraiment nulle part il y a du texte. Donc que le jeu soit en français ou en anglais, il s'adapte à tous les langages et toutes les langues. La seule chose qui pourrait être intéressant à ce moment-là, c'est d'avoir une traduction du livre des règles dans la langue désirée. Mais pour le plateau, rien n'a besoin d'être traduit. Aucune carte n'a besoin d'être traduite. Il n'y a aucun texte. C'est vraiment juste des dessins et des symboles. Donc c'est compréhensible par n'importe qui, peu importe la version du jeu que vous avez. Alors le but du jeu est simple. Ça se joue en 4 trophées. Donc en gros ici vous avez des trophées. À partir du moment où les 4 trophées parmi cette liste-là ont été récupérés, en fait dans une partie normale, hein, mais à partir du moment où le nombre de trophées qui a été déterminé en début de partie par les joueurs a été atteint, la partie s'arrête, on compte le nombre de points de victoire et le joueur qui contrôle donc il y a la civilisation la plus étendue et déclaré vainqueur. Pour savoir si une civilisation est dominante en fin de partie, chaque joueur marquera des points de victoire dans 4 domaines. Donc l'économie, on parle d'argent, la taille de sa civilisation, ça va être le fait que notre civilisation soit très répandue sur le monde. Les trophées réalisés, dépendamment des trophées, il y a des points qui sont attribués selon le trophée que vous avez remporté ou pas pendant la partie. Et la domination territoriale, donc ça c'est par rapport aux différentes régions, parce que chaque tuile, comme je disais, les différents océans, les montagnes, les plaines, les forêts et les glaciers sont considérés comme des régions. Donc plus vous avez de personnages ou d'items de votre camp, de votre civilisation dans une région bien précise, plus vous ferez de points de victoire aussi à la fin. Donc ça peut jouer bien évidemment sur la stratégie qu'on voudrait essayer d'avoir pendant notre partie. Voilà. Donc comme je disais au début, la durée de la partie dépend du nombre de trophées qui sera nécessaire d'obtenir pour décider et déclencher la fin de la partie. Donc pour une partie normale, on y va avec 4 trophées. Pour une partie un peu plus avancée, on y va avec 5 trophées. Et pour une partie qui disent épique, on irait avec 6 trophées. Voilà. Donc ça fait le tour à peu près du matériel. Maintenant, comment se déroule le jeu? Le jeu se déroule d'une façon très très simple, sincèrement. Je vais pas expliquer la mise en place de tout ça, comme je vous l'ai dit, ceci n'est pas nécessaire, comment créer le monde. C'est sûr que la première fois qu'on va créer le monde, on va faire un petit peu n'importe comment. Bien sûr, il y a des règles à suivre pour la disposition de chacune des différentes tuiles, ça c'est certain, mais pour stratégiquement essayer de les poser pour vous donner un avantage pour votre partie à vous, c'est en faisant plusieurs parties que vous pourrez essayer peut-être de penser à certaines stratégies de placement pendant la construction du monde. Mais c'est pas systématiquement obligatoire, mais ça pourrait devenir plus vous faites de parties du jeu et plus vous maîtrisez les composantes et les différentes stratégies que pourraient venir avec le jeu. Maintenant, au début de la partie aussi, chacun des joueurs, comme je l'ai dit, se retrouve avec un nomade à bateau et une ville. Chacun doit poser à tour de rôle une de ces unités, une de ces 3 unités, vu qu'on en a une de chaque, pour les unités de base, sur
le monde en respectant des conditions bien définies. Donc, on va dire que celles-ci sont bien placées à 2 joueurs. Les bateaux vont dans l'eau, c'est certain. Les villes doivent aller sur des plaines, dépendamment ou autres. Les nomades peuvent aller sur différents types de terrains aussi. Voilà. Une fois ça c'est fait, comment se déroule la partie? Ben, c'est facile, c'est des tours. Nous avons le premier joueur qui a été sélectionné. Et on va dire que là je vais jouer bien évidemment avec les bleus et les jaunes. On va essayer de simuler certains tours pour vous montrer un petit peu un aperçu de comment fonctionne le jeu, sans en faire une partie complète et sans vous détailler exactement comment fonctionnent les règles. Donc, pendant un tour de jeu, il y a différentes phases. Alors, il y a la phase jouer une carte de civilisation, il y a la phase d'action, qui est en fait faire les différentes actions qui sont sur la carte qui aura été sélectionnée dans la phase précédente. Il y aura la phase de déclin. Donc ça, le déclin ne se déclenche pas automatiquement à chaque fois, c'est dépendamment de certaines conditions. Le déclin pourrait, la phase de déclin pourrait donc s'activer et il faudrait passer au travers. Sinon, ensuite il y a l'achat d'une carte en déclin. Donc encore une fois, si le déclin s'est déclaré ou s'il y a des cartes qui sont en déclin de tour précédent, il y aura la possibilité de les racheter pour les récupérer. Nous avons aussi le recyclage des cartes et le passage du jeton premier joueur. Donc en gros, on récupère nos cartes qui sont dans la défausse après les avoir jouées, et il est possible aussi de passer le jeton premier joueur au prochain dans le sens des aiguilles d'une montre pour que le premier joueur du prochain tour ne soit pas toujours le même. Et nous avons la fin de tour. La fin de tour, c'est regarder est-ce qu'il y a 4 trophées pour une partie normale qui auraient été récupérés. Si c'est le cas, ben, la partie se termine avec le tour qui a donc identifié qu'il n'y en avait plus de trophées, qu'il y avait le nombre de trophées minimum requis pour finir une partie. Et là, on fera le décompte des points. Donc là, je vais essayer de jouer simplement avec les bleus. Alors, comme je dit au début, nous avons accès seulement au bateau, nous avons accès à la ville et nous avons accès aux nomades, ces 3-là. Donc, ces 3 autres cartes ne sont pas disponibles pour le moment. Et c'est la même chose pour lui, donc nous avons ces 3 cartes et ces 3 autres cartes ne sont pas disponibles. Donc je vais ranger ça sur le côté comme ça. Je vais aller chercher, on va dire que c'est le bleu qui commence. Et le jaune jouera tout après, ça j'en ai pas besoin. Donc je vais mettre de côté. Ceci comme ça, voilà. Donc ça c'est les cartes que j'ai en main. Ça, ce sera la défausse, la même chose pour les jaunes, carte que j'ai en main et la défausse. Nous avons aussi la réserve, donc ça, ce sont donc les fameux jetons et pions que je n'ai pas, et les cartes associées que je n'ai pas encore, et c'est la même chose pour les bleus, donc elles sont dans la réserve pour le moment, d'accord? Nous avons carte en main, défausse et réserve. Alors, carte en main, elles sont en main ou dans la défausse, si et seulement si j'ai minimum une unité sur le monde y correspondant. Donc si par exemple ici nous avons le nomade, et si je n'ai plus de nomade du tout sur le monde, je vais être obligé de me départir de cette carte là, qu'elle soit dans la défausse ou dans ma main, pour la remettre dans ma réserve avec les unités correspondantes, et je ne pourrai récupérer celle-ci que si à un moment donné j'ai la capacité de pouvoir remettre un nomade quelque part ici. Et donc cette carte redeviendra disponible dans ma main à ce moment-là. Donc c'est comme ça que fonctionne un peu la différence entre je l'ai dans ma main et dans la réserve. Comme je vous l'ai dit, de base on n'a pas celle-ci, c'est pour ça qu'elle reste là pour le moment. Voilà. Donc première chose que l'on va faire, c'est la première action. Donc la première action, c'est jouer une carte civilisation. Chacun des joueurs, et non pas à tour de rôle, mais tous en même temps, vont sélectionner une carte de leur main. Et ils vont donc choisir quelle est l'unité qu'ils vont vouloir jouer pendant ce tour, ou en tout cas ce premier tour de table. Donc moi, pour le joueur bleu, je vais y aller avec le nomade. Donc je la pose comme ça, face cachée, hein, on va dire, temporairement. Et pour le jaune, je vais y aller directement avec, on va dire que je vais y aller avec, tiens, le bateau. On va y aller avec le bateau pour faire une unité différente. Donc je le retourne pour l'instant comme ceci. Une fois que tous les joueurs auront sélectionné la carte qu'ils veulent jouer, ils la retournent en même temps et ils nous montrent, donc on peut dire qu'elles sont dans la défausse, donc ils nous montrent maintenant les cartes qu'ils vont vouloir jouer pour le tour. Maintenant,
donc ce qui donne la possibilité aux autres joueurs adverses de savoir quel type de ressources ou quel type d'unité, on va dire, je vais essayer de garder le mot unité, va être joué pour chacun des joueurs, même si on le sait d'avance, mais tout le monde ne va pas jouer en même temps. Donc maintenant, dans l'ordre du sens des horaires d'une montre, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le dire. Le premier joueur va commencer à jouer sa carte et ses actions sur sa carte, et les autres vont pouvoir faire la même chose par la suite. Donc le joueur bleu commence, je suis joueur bleu. Là, je vais commencer par faire les actions. Donc, on va regarder les différentes actions pour le nomade. Donc ici, ils sont assez simples. Je peux faire autant d'actions indiquées sur ma carte que j'ai d'unités sur le monde. Exemple, j'ai seulement un seul nomade, donc je pourrais juste faire une de ces actions-là. Si j'avais eu 2 ou 3 nomades, j'aurais pu faire ce nomade-là fera cette action-là, le deuxième nomade fera la même action ou une autre, le troisième nomade fera la même action ou une des autres qui est sur la carte. Pour se souvenir facilement que, par exemple, on va mettre, en fait, pour se souvenir facilement que tel nomade a déjà été joué et a fait une des actions qui sont sur sa carte, il suffira donc de pencher l'unité sur le côté et on se rappellera que celle-ci a déjà été jouée. Donc c'est sûr que pour une ville c'est un petit peu moins évident, mais on pourrait essayer de la pencher comme ça et le bateau de cette façon-là, on va dire, pour se rappeler en fait que chacune de celles-ci a été jouée directement par le joueur au moment des actions. Ensuite, quand le joueur a terminé et que c'est le prochain joueur qui joue, pendant que l'autre jouera, il pourra tout simplement remettre ses unités debout pour pouvoir se rappeler que la prochaine fois, il pourra recommencer. Voilà. Donc pour le nomade, nous avons plusieurs choses. Ici, nous avons le déplacement. Ici, nous avons la récupération de ressources. Et ici, nous avons les constructions. Et ici, nous avons le changement, on va dire. Donc, c'est la transformation, un peu. Ce qui veut dire que, alors, pour le déplacement, le nomade peut se déplacer d'une case dans n'importe quelle direction, mais il ne peut pas franchir des falaises, donc il ne pourrait pas monter ou descendre des niveaux un peu trop élevés. Il ne peut pas aller dans l'eau et il ne peut pas aller dans les glaciers. Donc, techniquement, c'est un déplacement assez simple, un petit peu partout, on va dire. Mais par exemple, je pourrais pas, en étant sur une forêt ici, et s'il y avait un glacier, monter directement sur le glacier. De toute façon, il n'a pas le droit d'aller sur les glaciers de manière générale. L'autre action que je peux faire, ce serait récolter une ressource. Donc si mon nomade est positionné sur une forêt, c'est assez simple, hein, même la case qui le signifie est écrite là, je pourrais récupérer un bois. Si mon nomade est placé sur une montagne, comme ici, je pourrais récupérer une pierre. Assez simple. Ensuite, il y a la construction. Alors ça, pour faire de la construction, généralement, il faut d'abord récolter certaines ressources. Donc par exemple, je pourrais utiliser le nomade, ici, et donc détruire le nomade et le remplacer là où il est par une construction que je peux faire ici. Donc soit je peux construire une ville avec le nomade, soit je peux construire un monument. Donc si par exemple, ça dépend de l'emplacement où il est. Donc par exemple, si je veux construire une ville, il faudrait que le nomade soit au préalable, soit sur une forêt, soit sur une plaine, et je pourrais donc le convertir, l'enlever, le remettre dans ma réserve, et le convertir pour une ville en payant un bois et une pierre. Donc à ce moment-là, je prendrai ce que j'ai, et puis c'est assez simple. En fait, ça veut dire ce que ça veut dire. Si je veux construire un temple et le remplacer le nomade par un temple, donc je devrais être soit sur une plaine ou soit sur une montagne, et donc avoir 2 pierres, et me débarrasser de lui pour le convertir pour un temple à la place. Voilà, assez simple que ça. Autre chose que je peux faire, la dernière chose que je peux faire, c'est le convertir en navire. En gros, si le nomade est sur une plaine, vous voyez, verte, adjacente à une case vide, bien évidemment, de océan ou d'eau, je pourrais donc, en payant un bois, convertir mon nomade pour un navire et donc placer un nouveau navire juste à côté de la case où était le nomade, dans une case d'eau vide. Et là, je n'ai plus mon nomade, mais j'ai un nouveau navire. Voilà. Donc, on va remettre le navire où il est, comme ceci. Voilà.
Donc là, pour ce tour, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement essayer de récupérer quelques ressources et pas forcément me déplacer parce que je peux juste faire une de ces actions par unité que j'ai sur la map. J'en ai qu'une seule, elle est là. En ce moment, je suis sur une forêt, donc je vais utiliser l'action de récupération de ressources ici et aller chercher un bois. Voilà. Donc ça, c'est fait pour lui. J'ai plus rien à faire. Je le mets dans la défausse ici. Voilà. Maintenant, c'est à l'autre joueur de jouer. Donc là, on y va avec le bateau et on va regarder ce que le bateau, qu'est-ce qu'il peut faire. Assez simple, souvent c'est très ressemblant aux actions, c'est juste que la façon pour les déclencher sont un petit peu différentes des fois. Donc de manière générale, déplacement, construction, échanger ou marchander, on va dire, ou essayer de récupérer des profits, on va dire. Ok ? Donc se déplacer, il peut se déplacer sur l'océan à l'infini à partir du moment où l'océan ou la région de l'océan où il est n'est pas brisé ou n'est pas coupé par une plaine, par exemple. Donc, exemple, le bateau bleu qui est ici, je pourrais le déplacer n'importe où ici, sans aucune contrainte. Ok ? Je pourrais même passer au travers des unités qui me ressemblent, ou passer à travers d'un autre bateau, ou d'un bateau ennemi pour rejoindre une case. Donc, par exemple, j'ai un bateau ennemi ici, j'ai envie d'aller à l'autre bout, je peux passer au travers pour m'arrêter de l'autre côté, là où je voulais aller. Mais je peux pas m'arrêter sur la case, parce que chacune des cases n'ont droit qu'à une seule unité. Il y a une mini exception qu'on va regarder après, mais majoritairement, ou la plupart du temps, on n'a droit que mettre une seule unité par case. Donc ça, c'est possible. Je le remets ici, et puis je le remets ici. Deuxième chose que je peux faire, c'est que je peux construire en le remplaçant. Donc, imaginons que j'ai ici mon bateau proche d'une plaine, je pourrais le convertir en deux choses. Soit je dépense 2 pierres pour le convertir en temple, soit je dépense 1 pierre pour le convertir en ville, et je le mettrai donc sur la plaine adjacente à là où était mon bateau avant la construction. Autre chose que je peux faire, c'est que je peux le changer aussi. Donc là, cette fois-ci, ce que je peux faire, c'est que je suis proche, donc dans l'eau, proche soit d'une plaine ou soit d'une forêt, je pourrais le convertir gratuitement en un nomade, par exemple. Donc, il sauterait celui-ci, puis je mettrais un nomade à la place. Ou je pourrais très bien aussi le convertir, donc si je suis proche d'une forêt avec une ville, ou d'une plaine avec une ville ennemie, je pourrais très bien... d'ailleurs, je pourrais aussi le convertir en marchand pour la somme de 2 pièces d'or sur une plaine ou une forêt. Mais je pourrais aussi le convertir en marchand sur une plaine ou une forêt où il y a déjà une ville. Alors, par exemple, là, il y a une ville. Je veux payer 2 pièces d'or, je le convertis, et puis à ce moment-là, j'y mets un marchand qui est ici. Parce que les marchands sont les seuls qui pourraient être sur la même case, par exemple, qu'une ville. Voilà. Parce que, dépendamment des actions du marchand, ceci a une importance et a un but très précis. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. On va le remettre là, puis lui, on va le remettre là. Voilà. Autre chose que je peux faire aussi, c'est récolter. Donc, pour, dépendamment de où est mon bateau, imaginons mon bateau est ici, il est adjacent à de la plaine ou est adjacent ici à autre chose que de l'eau. Si il y a des villes qui sont les miennes ou ennemies, toute en fait la région d'eau qui est adjacente à une terre pleine où il y a une ville qui est la mienne ou celle d'un ennemi, je vais récolter 3 pièces d'or pour chacune d'elles auxquelles je suis, ou ma région où je suis dans l'eau est adjacente avec. Donc par exemple, il y aurait 1, 2, 3 villes ici, ma région d'eau est adjacente à celle-ci, je ferai donc 3 pièces par, donc je serai à 9 pièces d'or ici, parce que j'aurai une ville dans chacune des cases qui sont là-bas. Voilà. C'est un exemple c'est un moyen de faire de l'argent. Un bon moyen de faire de l'argent. Voilà. Donc,
pour ce tour-là, ce que je veux faire, je n'ai pas de ressources, mais je pourrais le convertir en nomade. La seule chose que je pourrais faire, c'est soit je fais un déplacement, soit je le convertis en nomade, et c'est à peu près tout. Dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais le convertir en nomade, parce que c'est gratuit, donc je me débarrasse de lui, je le remets dans ma réserve, ici, je le convertis, je suis au niveau des jaunes, je me suis trompé, ici, donc je le mets dans la réserve, je le convertis ici, et je vais aller chercher un nomade supplémentaire. Ils sont où les nomades supplémentaires? Ils sont juste là, jaune, que je vais mettre ici, là où il était il n'y a pas très longtemps, on va dire ici, comme ça. Voilà. Donc voilà, j'ai réussi à gagner un petit nomade de plus, j'ai perdu un bateau, mais c'est pas grave. Donc voilà, mon action est terminée. Maintenant, chacun des joueurs recommence et joue toutes les actions de leur carte. Donc chacun recommence à choisir une autre carte parmi celles qui lui restent, rechoisir, affiche ces cartes-là choisies à tout le monde et chacun rejoue un tour, etc. Une fois que toutes les cartes ont été faites, comme ceci, on va regarder si des trophées ont été gagnés. Donc pour gagner un trophée, il faut que remplir l'une des conditions soit associée. Donc vous pouvez voir qu'il y a 6 trophées. L'ordre dans lequel vous les mettez ici sur la case de déclin n'a aucune importance. Et plus vous gagnez de trophées, ou plus de trophées sont, plus il y a de trophées gagnés, plus le prix pour racheter les cartes qui seraient en déclin suite à l'acquisition de ces trophées va augmenter. Exemple, je récupère le trophée, celui-ci. Ce trophée, pour le récupérer, il faut avoir réussi à mettre toutes les villes de ma civilisation sur le monde. Si je suis le premier joueur à arriver à pouvoir mettre toutes mes villes sur le monde, sur le plateau, je vais récupérer le trophée correspondant. Celui-ci me donnera d'ailleurs 10 points de victoire à la fin lors du décompte. Je le mets ici. Ça, je le récupère pendant qu'on était en train de jouer pendant ce tour-là. Pendant un tour. Le fait de l'avoir gagné fait en sorte que je vais monter ici le prix du rachat des cartes qui seraient en déclin. Donc imaginons, c'est le cas, j'ai celle-ci, puis voilà, là cette fois-ci ça coûtera 5. Maintenant, imaginons pendant que le même tour, un autre joueur réussisse à récupérer un des trophées. Donc un deuxième sur les 4 nécessaires dans une partie normale. Et imaginons, il récupère celui-ci. Ok ? Celui des montagnards. Encore une fois, il l'a récupéré parce qu'il a été le premier joueur à être capable de mettre tous ces montagnards de sa réserve sur la carte avant tout le monde. Donc il récupère le trophée des montagnards qui lui donnera 15 points de victoire à la fin pour le décompte. Et là, je remonte encore une fois le tout. À chaque fois qu'il y a un espace comme ça, on remonte. Ce qui fait que maintenant, au lieu de coûter 5 pièces d'or pour racheter une carte en déclin, ça coûtera 10. Là, vous allez me dire, il n'y a pas de carte en déclin. Comment on en met? Ben là, on y arrive. Donc là, maintenant, pendant ce tour, il y a des gens qui ont gagné des trophées. Donc, comme il y a eu des trophées qui ont été gagnés pendant un tour, on va être obligé de faire la phase de déclin. Pour faire la phase de déclin, donc à la fin que tous les joueurs ont joué leurs actions, la phase de déclin se déclenche à cause des trophées gagnés pendant le tour. Et donc, chaque joueur va devoir choisir parmi ses cartes qui sont en main ou dans sa défausse, une des cartes il doit malheureusement s'en débarrasser pour le tour suivant. Ou temporairement, il doit s'en débarrasser. En gros, il va être obligé de, par exemple, choisir sa carte de ville, la déposer ici, dans le déclin, et l'autre joueur va aussi se débarrasser de sa carte de nomade. Donc tout le monde doit se débarrasser d'une carte. On va la poser comme ceci, juste pour pouvoir regarder quel type de carte c'est et à qui elles appartiennent. Et on les met comme ceci. Voilà. Et elles vont s'accumuler comme ça, indépendamment du nombre de joueurs. Donc au début, si on est 4 joueurs et qu'il y a une phase de déclin qui se déclenche, eh ben, il va y avoir un minimum 4 cartes comme ça.
Étant donné maintenant qu'il y a 2 trophées qui ont été gagnés pendant ce tour, chaque joueur doit malheureusement se débarrasser de 2 cartes. Donc une fois que les 2 cartes ont été utilisées, donc imaginons là cette fois-ci il y a le bateau, et lui se débarrasse de la ville. Voilà, ça c'est à cause du nombre de trophées qui ont été gagnés. J'ai pas besoin de le respirer, je viens juste de le dire, mais c'est ça. Maintenant, une fois que la phase de déclin est finie, elles restent là, peu importe si les unités sont sur le terrain ou pas, elles sont là et bloquées, donc les joueurs ne peuvent pas les utiliser pour le prochain tour, et donc faire les actions de leur propre unité, et ce jusqu'à ce que les joueurs puissent les racheter dans la phase de déclin, au prix indiqué en bas à gauche ici, par la petite flèche. Après la phase de déclin, on a la possibilité tout de suite de faire une phase de rachat de cartes dans le déclin. Malheureusement, les joueurs ne peuvent racheter qu'une seule carte par tour ou qu'une seule carte par phase de rachat. Et ce sera donc au prochain tour qu'il sera possible d'en récupérer une autre. Donc là, pour l'exemple, chacun des joueurs a 2 cartes dans le déclin, et dans la phase de rachat, ils ne pourront en récupérer qu'une seule. Donc, pour la récupérer, il faut déjà avoir l'argent pour pouvoir le faire. Donc là, ça coûte 10 pièces d'or pour chacune d'elles. Donc, imaginons le jaune en dépense 10, et il en récupère une, n'importe laquelle, une des 2 qu'il avait. Donc, il peut les récupérer et il pourra les rejouer. Et le bleu dépense aussi 10 pièces d'or pour récupérer celle-ci. Donc il reste 2 cartes, une de chaque joueur, encore dans le déclin, et qui vont rester là et bloqués jusqu'au prochain tour. Maintenant que la phase de rachat est terminée, la prochaine phase, c'est le recyclage des cartes et la passation du jeton premier joueur. Donc là, en fait, les joueurs récupèrent leurs cartes qui sont dans la défausse. En général, c'est pas mal toutes les cartes, parce qu'on aura joué toutes nos cartes avant d'aller à la prochaine phase et au prochain tour. Comme ceci. Hop, et sont de nouveau disponibles pour le prochain tour, et on passe donc le jeton premier joueur au prochain joueur, qui est le jaune dans cet exemple-là. Et ensuite, c'est la fin du tour. Alors, la fin du tour, c'est juste une vérification. Bon, est-ce que nous avons récupéré les 4 trophées nécessaires pour finir la partie et faire le décompte des points? On va dire que oui. Donc, imaginons qu'on ait chacun a récupéré 2 trophées de plus pendant un tour subséquent. Et donc, maintenant, là, on y va avec donc le fameux décompte. On finit la partie à décompte des points. Avant celle-ci, il est toujours possible, bien évidemment, de récupérer une de nos cartes. Parce que celles-ci, si elles sont pas disponibles et qui restent dans le déclin, vont pouvoir nous pénaliser aussi pour le décompte à la fin. Donc maintenant, on va faire le décompte des points de victoire. Pour ceci, il y a plusieurs choses. Donc, il y a la phase économique. Donc, ça va être valider, en fait, le nombre de pièces d'or que nous avons et qui nous restent dans notre main. Et on va calculer le nombre de pièces d'or, et ce sera 1 point pour chaque 2 pièces d'or que nous avons. Donc, tout ça, on va le marquer sur la petite feuille ici en termes de résultats. Nous avons ensuite le nombre de trophées, donc ça c'est facile, on prend les trophées, on indique lesquels nous avons, on indique le nombre de points de victoire que ça nous donne, et on le met sur la feuille, ça va s'additionner. Ensuite nous avons le développement. Chacun des joueurs prend les cartes, ces cartes civilisation qu'il a en main, qui ne sont pas donc dans le déclin ou dans la réserve. Donc il serait très important en fin de partie de pouvoir récupérer nos cartes dans le déclin, parce que souvent celles qui sont dans la réserve, ça veut simplement dire que nous n'avons pas d'unité dans le monde, donc ce n'est pas la fin du monde. Mais par exemple, si nous avons une carte dans le déclin et nous avons beaucoup d'unités sur la carte, si nous n'avons pas cette carte-là à la fin, quand il faut faire le calcul des points, nous ne pourrons pas avoir les points bonus de tout le travail que nous avons fait pour mettre toutes nos unités sur le monde. Donc imaginons dans cet exemple-là que le jaune n'a pas récupéré sa carte au niveau des nomades et qu'il y a 2 nomades sur la carte ici, il n'aura pas de bonus de points de victoire à ajouter à sa somme de ce qu'il a à faire, parce qu'il n'a pas la carte pour pouvoir les valider. Donc c'est très important de récupérer ces cartes en déclin.
Donc là, comme je l'ai dit, vous allez prendre, par exemple, ici les nomades. Donc on voit qu'ici il y a des nomades, il y en a sur la carte. On va regarder combien on en a et on va utiliser le nombre de points qui est inscrit en bas. Donc si j'avais mis 5 nomades sur le monde, à la fin de la partie, ça me ferait 5 points de victoire. C'est assez simple en fait, dépendamment du type d'unité. Il y en a qui valent très très cher et d'autres qui valent pas grand chose. Exemple, les bateaux. Si j'ai 2 bateaux, ça fait 10. Si j'en ai 3, ça fait 15 et ça monte de façon exponentielle. Donc stratégiquement, c'est toujours bon d'y penser. Donc imaginons pour les villes, alors que le nomade, c'est du 1 pour 1. Ici, au niveau des villes, nous avons du 1, du 3, du 5 et ça monte jusqu'à 15. Donc 8, 15 points. Donc les villes sont bien. Les bateaux sont beaucoup plus payants. Vous en avez pas beaucoup, bien sûr, mais les villes, c'est bien aussi. Et nous avons le reste. Donc, si on regarde un petit peu les points stratégiquement qui pourraient être donnés, au niveau des vendeurs ou des marchands, ça monte très très vite. Si on arrive à mettre tout, ça fait 36 points de victoire. Donc, c'est très payant de pouvoir essayer de mettre un maximum de marchands. Au niveau des temples, c'est 15 le maximum. Et au niveau des montagnards, c'est 10 le maximum. Voilà. Donc on peut essayer déjà stratégiquement d'essayer de penser à quel type d'unité on aimerait essayer de développer le plus et ne pas perdre la carte d'ici la fin de la partie, bien évidemment. Et la dernière chose que l'on va calculer en termes de points de victoire, c'est la présence territoriale. Alors, imaginons que ici, nous sommes plusieurs. On va dire comme ceci sur la région de forêt qui est là. Donc ça ferait une égalité de points. Ben en fait, oui et non, dépendamment du type d'unité. Mais si par exemple on a la même chose ici comme ça, on voit qu'on a une jaune, on voit une bleue, et ça fait qu'ils ont exactement le même nombre de points dans la région ici de forêt, donc il n'y a pas de points supplémentaires ni pour l'un ni pour l'autre. Mais par exemple, s'il y en a un qui est dominant, donc nous avons, je dis n'importe quoi, un nomade de plus jaune ici, on voit que c'est le nombre, en fait c'est lui qui est le plus dominant. Donc dans cette région de forêt là, donc on va calculer des points pour le jaune et le bleu n'aura rien du tout. Donc on va additionner le tout ici. Une fois que tous ces calculs et ces points auront été faits, celui qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie sera déclaré le grand vainqueur et aura donc désigné celui qui est la plus grande civilisation qui aura été déployée en fait dans ce monde-là. Voilà, il y a des petites variantes, bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué, avec les cartes personnages, qu'on pourrait utiliser pour rendre le jeu un peu plus asynchrone, et donc chaque joueur serait avec des habilités distinctes et très différentes et distinctes. Donc ça peut rajouter une variante. Personne ne partirait tout à fait égaux, donc ça serait bien évidemment. Nous avons aussi la possibilité de pouvoir ajuster la difficulté de certains joueurs, dépendamment de l'expérience du joueur. Donc dans les variantes, si vous êtes un joueur qui n'est pas très habitué à ce genre de jeu, on pourrait vous avantager, et si vous êtes un joueur qui est un peu trop fort, on pourrait vous désavantager pour essayer de balancer le niveau d'expérience de chacun des joueurs qui seraient autour de la table. Bien sûr, ça se discute avec tous les joueurs qui sont autour de la table, mais ce serait une possibilité, d'après les règles, de pouvoir mettre des handicaps positifs ou négatifs, dépendamment de votre expérience dans ce genre de jeu. Je pense avoir fait le tour et vous expliquer simplement comment le jeu fonctionne de manière générale. Donc voilà, c'est tout. On a fait le tour. Voilà, la vidéo est terminée. Comme d'habitude, si ça vous a plu, j'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Faites un pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Ça n'a pas changé. J'ai pas oublié le geste. Tac, 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 tac. Bref. Voilà. J'espère avoir été assez clair. J'espère vous avoir surtout donné le goût de vouloir y jouer et de participer pour récupérer une copie du jeu. Pour ma part, comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction, je le trouve simple d'approche, très cool d'ailleurs. Point positif, simple d'approche. Comme je l'ai dit aussi, difficulté ajustable dépendamment de l'expérience des joueurs autour de la table. Très très cool. Le fait de pouvoir faire des variantes en rendant chacun des joueurs asynchrone, on va dire, ou asymétrique, ou asynchrone, je sais plus comment on appelle ça, je sais plus quel type. Donc, ce qui veut dire que chaque joueur pourrait démarrer avec des habilités différentes et qui donc changerait la donne au niveau des stratégies à chaque fois qu'on joue.
Très très cool. Donc très grande rejouabilité au niveau de ce jeu-là. Ça fait déjà 4, c'est pas mal, comme ça. Comme ça ou comme ça, vous avez le choix. Hein. Et ensuite, donc comme je disais, facile d'approche. Et ah oui, la possibilité, comme je disais au début, que peu importe la langue, il n'y a pas de texte, donc tout le monde pourra avoir le jeu sans problème et pouvoir y jouer sans problème, selon moi. Donc ça, c'était un plus aussi. On aime les jeux où il n'y a pas des millions de textes sur les cartes. On aime les jeux comme ça, simple d'approche et de compréhension. Ça, j'aime ça. Voilà. Très joli. Ça, c'est un 6e point. Très joli. J'aime ça, les petits meeples qui ont été spécialement, bah ça, comme je dis, c'est une prototype. C'est peut-être pas la version finale, mais pour un prototype, j'aime beaucoup l'approche d'avoir des petits meeples pour chacune des unités différentes que nous avons, qui sont propres à elles. Ok, très propres à elles en termes de design et pour pouvoir les reconnaître, tout ça. Donc c'est vraiment très très cool. J'aime beaucoup ça. Donc voilà, j'ai pas mal fait le tour. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez hâte, si le jeu vous intéresse, si vous êtes un admirateur de Christophe Bollinger. Au niveau de ces jeux, vous avez déjà joué dans le passé. Dites-moi quel jeu vous avez joué et lesquels vous avez apprécié dans sa collection. Est-ce que celui-ci va être quelque chose que vous allez rajouter dans votre collection? Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, comme d'habitude. Voilà, j'ai fait le tour. Donc maintenant, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran qui viennent de ma chaîne. Si vous avez du temps à perdre et si vous voulez surtout me supporter pour l'algorithme de YouTube au niveau de mon positionnement, ça aide toujours beaucoup. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, dépensez bien, mais faites-le intelligemment. Et prenez soin de votre famille. À bientôt. Bye bye.